Affronter la pire pandémie du siècle, non pas avec un ni deux, mais avec 9, oui, oui, 9 ministres de la Santé qui travaillent en même temps. Ouais, c'est assez incroyable. Tu sais, ça ressemble vraiment à la prémisse d'une comédie satirique sur la lourdeur bureaucratique, mais le pire, c'est que c'est très exactement ce qui s'est passé dans l'un des pays les plus riches et les plus au centre de l'Europe. Exact. Parce que, on s'attend généralement à ce qu'un État occidental moderne, ce soit une machine bien huilée, capable de réagir aux urgences. C'est le modèle classique qu'on a tous en tête, hein, de la gouvernance efficace. Sauf que les sources sur lesquelles s'appuie notre exploration d'aujourd'hui racontent une histoire complètement différente. Complètement à l'opposé, même. Absolument. On a devant nous un dossier qui est particulièrement dense, vraiment exhaustif, et qui a été mis à jour jusqu'à l'installation du gouvernement fédéral au début de l'année 2025. Et ces documents-là décortiquent les failles béantes de l'État belge. Et la mission de notre plongée d'aujourd'hui, au cœur de ces sources-là, c'est vraiment de comprendre ce phénomène que les analystes surnomment parfois, avec un petit peu d'ironie, la lasagne institutionnelle. La fameuse lasagne, oui. C'est ça. On va observer comment un système méticuleusement conçu pour maintenir la paix civile, pour protéger toutes les sensibilités linguistiques, a fini par paradoxalement étouffer la prise de décision publique. Au point de frôler la défaillance systémique, rien de moins. Fait que pour quiconque s'intéresse à la politique ou à la gestion de crise, c'est un cas d'école fascinant. C'est l'anatomie d'un compromis poussé à l'extrême. L'idée de départ était super noble, accommoder tout le monde pour éviter les conflits, mais l'analyse démontre que ça a généré une paralysie d'une complexité vertigineuse. Pour comprendre comment on en arrive à avoir 9 ministres de la Santé, il faut d'abord regarder l'architecture même de ce pays-là. Ce que les documents appellent l'ingénierie de la paralysie. Comment on construit un système de même concrètement? Tout repose sur une transformation profonde de l'État qui s'est étalée sur plusieurs décennies. La Belgique, au départ, c'est un État unitaire. OK. Mais elle a traversé 6 grandes réformes de l'État successives pour devenir une structure fédérale très, très particulière. 6 réformes. OK. Ouais. Fait que le territoire est divisé, mais les compétences aussi, selon 2 logiques qui se superposent. D'un côté, on a les régions, qui s'occupent du territoire et de l'économie. Ouais. Et de l'autre, on a les communautés, qui s'occupent des personnes, de la langue, de l'enseignement. Fait qu'en gros, on a 2 grilles de lecture différentes plaquées sur exactement la même carte géographique. C'est exactement ça. Déjà, on sent que la coordination, ça sera pas simple. Non. Et c'est là que les sources introduisent le concept juridique qui agit comme le véritable point de bascule. Ce qu'on appelle l'équivalence des normes. L'équivalence des normes. OK, juste pour s'assurer que c'est clair pour tout le monde qui écoute, qu'est-ce que ça implique concrètement sur le terrain, ça? Ça signifie qu'une loi votée par le gouvernement fédéral n'est pas supérieure à un décret voté par une région ou une communauté. Attends, il n'y a pas de hiérarchie? 0. Les deux ont exactement le même poids juridique. Si le fédéral dit blanc et qu'une région dit noir dans son domaine de compétence, aucune des 2 entités peut forcer l'autre à plier. Voyons donc. C'est comme gérer une multinationale où le chef d'un département régional puis le président-directeur général ont exactement la même autorité finale sur les décisions. C'est une recette parfaite pour l'immobilité. Clairement. Et à ça, les documents ajoutent un autre mécanisme de blocage majeur, la double majorité. Au niveau fédéral, aucune loi d'envergure, surtout celle qui touche aux institutions, peut passer sans l'accord simultané des 2 grands groupes linguistiques du pays. Fait que ça donne un droit de veto permanent à chaque communauté, dans le fond. De facto, oui. Mais s'il n'y a pas de hiérarchie entre les lois puis que tout le monde possède un bouton d'arrêt d'urgence, comment l'État fait pour avancer et prendre des décisions au jour le jour? La réponse qu'on trouve dans l'analyse est un peu troublante. On contourne ce blocage-là par l'opacité. Ah, intéressant. Ouais, parce que face à un Parlement qui est souvent paralysé par ces vétos croisés-là, il y a un organe hybride qui a pris le relais. Ça s'appelle le comité de concertation. Le comité de concertation, Ouais. OK. C'est un espace où les différents exécutifs du pays se réunissent à huis clos pour négocier des compromis dans le plus grand secret. Fait que le processus parlementaire normal, ouvert et démocratique, est complètement court-circuité au profit de tractations dans des pièces fermées. Exactement. Moindre désaccord, ça doit avoir un coût structurel faramineux. Les chiffres révélés par les chercheurs dans les rapports de 2023 illustrent parfaitement cette inflation-là. Ouais. Certains experts parlent même d'obésité de l'État. Pour donner une idée précise, les dépenses publiques atteignent 55,5 % du produit intérieur brut. 55,5 %, c'est gigantesque, c'est bien au-delà des médianes européennes, ça. Voilà. Et politiquement, l'appareil est juste massif.
Le BI entretient 592 députés répartis dans tous ses divers parlements. 592 législateurs pour un pays d'environ quoi? 11 millions d'habitants? C'est ça, environ 11 millions. Si on ramène ça à notre échelle nord-américaine, c'est une densité politique qui est juste stupéfiante. Et le pire, c'est la répartition de ces ressources-là. Les données montrent des asymétries qui sont criantes. C'est-à-dire? La Flandre, qui compte à peu près 6 millions d'habitants, réussit à fonctionner avec une moyenne de 40 membres de cabinet ministériel par million d'habitants. OK, 40 par million. Mais en contrepartie, si on regroupe la Wallonie et Bruxelles, qui totalisent un peu plus de 4 millions d'habitants, ensemble, on atteint le chiffre vertigineux de 213 membres de cabinet par million d'habitants. Aïe aïe, 213. Il y a un gouffre énorme entre les deux. Mais mettons que je me fais l'avocate du diable un instant. Vas-y. Il y a une certaine école de pensée qui dit que multiplier les élus puis les ministères régionaux, ça permet de rapprocher le pouvoir des citoyens. Oui, la théorie de la décentralisation. Exact. Ça devrait, en théorie, rendre l'administration plus agile, plus à l'écoute des réalités locales. Or, nos sources affirment l'inverse. Comment les documents expliquent ce décalage-là? C'est parce que cette fragmentation-là ne s'accompagne pas d'une séparation claire des tâches. Ah! L'efficacité est littéralement broyée par le chevauchement constant des compétences. C'est pas une décentralisation propre, c'est un enchevêtrement. Fait que tout le monde pile sur les plates-bandes de tout le monde. Exactement. Et le coût pèse pas juste sur les finances de l'État. Le Bureau fédéral du plan estimait en 2022 que la lourdeur administrative, juste pour naviguer dans ce dédale de réglementations qui se contredisent, ça coûte aux entreprises près de 6 milliards d'euros. 6 milliards! Ouais, c'est plus de 1% du PIB qui s'évapore juste dans la bureaucratie. C'est un pourcentage énorme d'énergie et de capital qui est brûlé juste pour remplir des formulaires en triple exemplaire destinés à 3 niveaux de gouvernement différents. C'est fou. Et ça, c'est déjà un fardeau majeur quand le ciel est bleu puis que l'économie tourne normalement. Mais le dossier met en lumière un phénomène beaucoup plus sombre. Qu'est-ce qui se passe quand un système subit un choc majeur? C'est là que le manque d'efficacité passe de coûteux à carrément dangereux. Oui. L'incapacité de cet appareil-là à gérer l'imprévu a été brutalement exposée pendant la pandémie de COVID-19. C'est là qu'on retrouve notre statistique du début. Le pays a dû coordonner sa réponse sanitaire avec ses 9 ministres de la Santé. 9 ministres éparpillés entre l'État fédéral, les régions, les communautés. On divise l'information puis la chaîne de commandement par 9 en pleine crise mondiale. C'est ça. Quelles ont été les répercussions directes sur le terrain selon les documents? Les conséquences ont été dramatiques, surtout dans les maisons de repos, l'équivalent de nos centres d'hébergement pour aînés. OK. Le dossier explique que la gestion quotidienne de ces résidences-là avait été transférée aux régions lors de la fameuse 6e réforme de l'État. Je vois venir le problème. Oui, parce que l'État fédéral avait conservé le contrôle absolu sur les normes de dépistage et sur les réserves stratégiques de matériel médical. Fait que le niveau de gouvernement responsable de la protection des aînés dans les bâtiments... Non, pardon, le niveau responsable des bâtiments n'avait pas accès aux masques ni aux tests. Exactement, parce que c'était verrouillé par un autre niveau de gouvernement. C'est ahurissant. L'impasse était totale. La situation est devenue tellement critique que Médecins sans frontières a dû intervenir. Attends, Médecins sans frontières, l'ONLI. Oui, une organisation qui est habituée à intervenir dans des zones de guerre ou lors de catastrophes humanitaires majeures a dû être déployée en urgence dans plus de 135 établissements du pays. Juste pour pallier l'effondrement de l'État, devoir faire appel à Médecins sans frontières en plein cœur de l'Europe occidentale, ça illustre une paralysie totale de l'administration publique. Et au sommet de l'État, le dysfonctionnement était tout aussi surréaliste. Ah oui? Les experts scientifiques mandatés par le gouvernement n'avaient même pas de quartier général opérationnel. Les sources notent qu'ils en étaient réduits à tenir leurs réunions stratégiques sur des comptes Webex privés. Ben non. Ou alors, ils squattaient les locaux de la Banque nationale. Avec ce modèle bureaucratique-là qui a été conçu avec un soin immense pour le temps de paix, puis les négociations interminables, c'est complètement désintégré face au chaos de la réalité. C'est exactement ça. Puis j'imagine que c'est pas un incident isolé. Malheureusement, non. Le même schéma d'effondrement s'est reproduit lors des inondations dévastatrices de 2021. Ah, les inondations, ouais. Les autorités ont été incapables de coordonner l'aménagement du territoire qui est purement régional avec la protection civile qui, elle, demeure fédérale. Fait que là montait, puis les juridictions se regardaient en chien de faïence. C'est une belle façon de le dire. À la suite de ce désastre-là, les experts ont imploré la création d'une discipline 5 ou Team D5. C'est quoi ça?
C'est une équipe centralisée dont l'unique mandat serait d'assurer la communication entre les différents niveaux de pouvoir en temps de crise. Le simple fait de devoir créer une cellule spéciale juste pour que les ministères se parlent, ça en dit très long. Oui, Puis si l'État n'arrive pas à se coordonner pendant les catastrophes, j'imagine que cette dilution des responsabilités ronge aussi les fonctions élémentaires au quotidien. complètement. C'est l'érosion silencieuse des fonctions régaliennes, c'est la justice, la sécurité, ce qui justifie l'existence de l'État à la base. Ouais. Le sous-financement puis le morcellement menacent directement l'État de droit. Les chiffres sur l'appareil judiciaire sont familiques. Le budget alloué à la justice stagne à 0,22 du PIB, 0,22 alors que la médiane européenne se situe à 0,31 Concrètement, ça donne 13,35 juges pour 100 000 habitants, contre une médiane européenne qui frôle les 24. Moins d'argent, presque moitié moins de juges. L'impact sur les délais de cours doit être dévastateur. Oui, il est surréaliste. Aux tribunaux du travail, on parle de délais moyens de 40 mois. 40 mois. Mais le pire, c'est dans certains litiges fiscaux complexes. Les autorités ont décidé de reporter le traitement de certains dossiers à l'horizon 2040. Reporter un jugement à 2040. Oui, Mais concrètement, pour une entreprise ou un citoyen, ça veut dire que les fondateurs pourraient prendre leur retraite, faire faillite ou même décéder avant que la justice tranche. absolument. C'est plus un délai administratif rendu là, c'est un déni d'accès à la justice purement et simplement. D'ailleurs, je pense que les documents mentionnent que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné le pays à plusieurs reprises pour ces lenteurs-là, non? Oui, tout à fait. Et l'impact devient carrément tragique quand on aborde la sécurité nationale. J'allais y venir. Le dossier s'attarde beaucoup sur la chronologie de l'attentat meurtrier perpétré par Abdesalem Laswed à Bruxelles en 2023. La chaîne d'information, c'est un cas d'étude terrifiant sur la faillite du renseignement fragmenté. Qu'est-ce que l'enquête révèle exactement sur le parcours de l'information avant cette attaque-là? Ben, écoute bien la chronologie. Dès 2016, l'Italie transmet une première alerte concernant cet individu. 2016, OK. Des années plus tard, la police locale de la zone de Bruxelles-Nord recueille des informations cruciales. En parallèle, la zone voisine de Bruxelles-Ouest capte d'autres éléments. OK, donc l'info s'accumule. Oui, mais séparément. En 2022, la Tunisie émet une demande formelle d'extradition via Interpol. Fait que là, les signaux est fort. Oui. Et ensuite, c'est au tour d'une zone de police en Flandre d'accumuler encore des données supplémentaires. C'est littéralement comme posséder toutes les pièces d'un casse-tête dont dépend la vie des gens, mais chaque pièce est dissimulée par une personne différente dans des pièces séparées. Et le pire, c'est que le système empêche structurellement ces gens-là de s'asseoir autour de la même table pour rassembler l'image. Pour relier ces éléments épars, il fallait organiser une réunion de consolidation. Les sources utilisent l'acronyme GIC-GDC. GIC-GDC, OK. Juste pour clarifier, pour ceux qui écoutent, ça représente quoi, cette réunion-là au juste? C'est une plateforme d'information conjointe. C'est un mécanisme de coordination qui est censé réunir les polices locales, la police fédérale et les services de renseignement pour évaluer une menace imminente. Fait qu'ils ont fini par la planifier, cette réunion-là? Oui, la réunion pour évaluer ce cas précis a finalement été fixée. Mais la date choisie, c'était le 17 octobre 2023. Attends, c'est pas conséquent. C'est exactement le lendemain de l'attentat mortel. Mon Dieu, c'est tragique. Si l'État échoue à unifier ses propres services pour empêcher un attentat imminent, ben ça devient limpide qu'il sera tout aussi inapte à s'entendre sur des projets à long terme. Exactement. Ce qui nous pousse vers le cas d'école le plus spectaculaire de paralysie par la concurrence abordé dans l'analyse, l'incroyable saga du réseau express régional, le fameux RER bruxellois. Ah oui, l'illustration parfaite du blocage appliqué aux grandes infrastructures. Raconte-nous ça. Ce projet-là a été lancé officiellement en 2003, avec pour objectif de créer un réseau de trains de banlieue rapide autour de la capitale. 2003. Ouais. Et plus de 20 ans plus tard, les travaux ne sont toujours pas achevés. Le nœud du problème est profondément politique. La mobilité urbaine est de compétence régionale, mais l'infrastructure ferroviaire lourde appartient au fédéral. Fait que pour quiconque a déjà géré un projet d'envergure ou même juste tenté de rénover une façade avec un syndicat de copropriété, là, tu sais, ce scénario-là est un cauchemar familier. Mais là, c'est élevé à l'échelle d'une nation entière. C'est ça. Pourquoi c'est si difficile de s'entendre sur le tracé de quelques trains? Parce que les grands projets d'infrastructure sont devenus des armes dans une guerre de captation fiscale entre les régions. Ah, l'argent. Toujours.
Chaque entité a une vision du transport qui sert exclusivement ses propres intérêts financiers, fait que ces visions-là sont totalement irréconciliables. Par exemple. Mais la Flandre, elle souhaite développer un réseau polycentrique pour connecter ses propres villes entre elles. OK. La Wallonie, de son côté, réclame des corridors ultra rapides avec des immenses stationnements incitatifs, des park and ride, à ses frontières. Pour que ces navetteurs accèdent vite aux emplois de la capitale tout en continuant à payer leurs impôts en Wallonie. T'as tout compris? Et la région de Bruxelles au centre de tout ça, comment elle réagit? Parce qu'on peut présumer qu'elle refuse de financer un système conçu pour vider la ville de ses résidents le soir venu, non? Précisément. Bruxelles est terrifiée par l'érosion de sa base fiscale et la fuite de sa classe moyenne vers les banlieues situées dans les autres régions. Fait qu'elle bloque. Elle exige. Pour se protéger, elle a exigé la création d'une multitude d'arrêts de proximité à l'intérieur même de la ville. Mais ça détruit la nature même d'un réseau express, ça. Totalement, ça le transforme en un lent métro de surface. Le résultat de toutes ces visions contradictoires-là converge vers un goulet d'étranglement infernal au centre-ville. Il y a 1250 trains par jour qui tentent de passer par là. C'est fou! Fait que la conception même du réseau de transport en commun n'est pas dictée par la logique technique ou par les besoins des voyageurs. Non, pas du tout. Elle est sculptée par la peur viscérale de voir les contribuables s'installer à quelques kilomètres de là, de l'autre côté d'une frontière régionale invisible. C'est exactement ce que les sources démontrent. Et j'imagine que cette paralysie-là par la compétition a inévitablement des répercussions désastreuses sur l'économie globale du pays. Des répercussions qui attirent désormais les foudres des institutions internationales. Oui, l'OCDE, le Fonds monétaire international et la Commission européenne tirent la sonnette d'alarme de plus en plus fort. Qu'est-ce qu'ils disent? Que le pays se dirige tout droit vers un mur de dette. Les projections pour l'année 2025 prévoient un déficit public de l'ordre de 5,4 du PIB. Ouf! La dette publique, elle, franchit le cap des 110 et pourrait s'envoler à 126 d'ici 2035. Et les asymétries économiques internes s'aggravent. Tu parles des différences entre régions? Ouais. Par exemple, la Flandre maintient un taux d'emploi solide frôlant les 77 alors que Bruxelles stagne douloureusement autour de 64 Le statu quo est mathématiquement plus viable, c'est clair. Puis en lisant la conclusion du dossier, il semble y avoir deux visions diamétralement opposées pour sortir de l'impasse. C'est le cas. D'un côté, il y aurait volonté populaire et de l'autre, la réalité politique. Parle-nous de la première. La première vision émane directement de la population. Il y a eu une vaste consultation citoyenne qui s'appelait « Un pays pour demain ». Ça a permis de prendre le pouls de la société. Et qu'est-ce que les gens ont dit? Le message est super clair. Les citoyens exigent la fin des privilèges puis l'abolition du cumul des mandats politiques. Mais surtout, ils réclament un retour au bon sens avec une refédéralisation franche des grands enjeux stratégiques. Comme la santé ou le climat? Exactement. La santé publique, la lutte contre les changements climatiques, tout ça pour retrouver de l'efficacité opérationnelle. Donc, la base demande un retour vers le centre. Mais la seconde vision, celle qui s'impose avec l'installation du gouvernement de Bardevet-Vert en février 2025, ça propose une toute autre ordonnance. Et rappelons à quiconque écoute qu'on rapporte ça de façon strictement neutre, on expose juste les faits des sources. Bien sûr. Mais ce nouveau gouvernement-là adopte une approche qualifiée de néo-managériale. OK. L'objectif est de réduire massivement les coûts sans nécessairement repenser l'architecture institutionnelle en profondeur. Comment ils font ça? Ça passe par des coupes budgétaires drastiques, une rationalisation forcée de l'appareil d'État, puis une flexibilisation accrue du marché du travail. Et cette méthode de choc s'est immédiatement heurtée à une forte résistance sociale. Les fameuses grèves syndicales dont on a entendu parler. C'est ça. D'importantes grèves en découlent. Fait qu'on se retrouve face au paradoxe ultime. D'un côté, les citoyens exigent que la mécanique de l'État soit réparée puis simplifiée pour répondre aux vrais problèmes. Ouais. Mais de l'autre, les textes constitutionnels exigent une majorité écrasante des 2/3 pour opérer toute vraie réforme de la gouvernance, ce qui offre dans les faits un pouvoir de blocage absolu aux formations politiques actuelles, rendant toute simplification presque impossible à adopter. Pour synthétiser cette immense exploration, on observe une nation dotée d'une grande richesse, d'un capital humain remarquable, mais qui s'y piégeait elle-même dans une architecture institutionnelle d'une complexité invraisemblable. C'est un peu le monstre de Frankenstein institutionnel. Vraiment. Le désir légitime et initial de protéger les minorités linguistiques et d'assurer la paix civile a lentement muté et s'est transformé en une culture du veto permanent. Ouais.
Et ça mène tout droit à l'hypertrophie de l'administration, à l'incapacité d'affronter l'urgence et ultimement à l'effondrement des fonctions régaliennes les plus basiques. C'est une trajectoire qui offre une réflexion fondamentale pour l'avenir de toutes les démocraties complexes, honnêtement. Sans aucun doute. Parce que quand un système est verrouillé de l'intérieur à ce point-là, par ses propres lois puis ses propres compromis, on est en droit de se poser une question assez troublante. Je t'écoute. Est-ce que son destin, c'est inévitablement de se simplifier par le choc d'une crise radicale qui fera voler en éclats le statu quo? C'est une possibilité. Ou, à l'inverse, est-ce qu'on va plutôt assister à l'évaporation lente, tranquille puis résignée de l'État central jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille juridique vide au profit exclusif de ces régions? C'est la grande question. C'est une question brûlante qui, bien au-delà des frontières belges, concerne quiconque s'intéresse à la survie du modèle démocratique moderne. Fait que merci de nous avoir accompagnés pour cette plongée aujourd'hui. C'est un plaisir. Bienvenue au débat. Imaginez une agence gouvernementale condamnée plus de 11 000 fois par les tribunaux de son propre pays. Ouais, c'est un chiffre assez hallucinant. Exact. Condamnée pour avoir violé les droits fondamentaux de personnes vulnérables. Logiquement, dans une démocratie, le gouvernement ajuste le tir, non? Ben non. L'État choisit plutôt d'ajouter une ligne à son budget annuel pour payer les amendes. C'est plus simple. C'est fou et le pire, c'est que ce scénario n'est pas tiré d'un roman dystopique. C'est ce qui se passe en ce moment même en Belgique. Absolument. C'est une entrée en matière frappante et ça nous amène directement à notre question centrale aujourd'hui. Entre 2024 et 2026, l'architecture institutionnelle belge a subi des secousses vraiment sans précédent. Fait que la question qu'on pose, c'est de savoir si le système démocratique belge est en train de sombrer dans une défaillance systémique de l'État de droit. Une défaillance phagocytée par une particratie qui serait hors de contrôle. C'est ça. Ou bien, à l'inverse, assistons-nous plutôt aux frictions douloureuses, mais organiquement résilientes d'un modèle consociatif complexe qui s'adapte à de nouvelles fractures post-industrielles? Pour ancrer notre échange, on va décortiquer une série de rapports très récents. On parle ici de l'indice de l'Economist Intelligence Unit, du rapport Liberties 2026, puis aussi de plusieurs audits juridiques qui ont passé la Constitution belge au peigne fin. Et ces documents ne racontent pas tous du tout la même histoire. C'est là que ça devient captivant. Soyons clairs sur nos positions respectives. Moi, en tant qu'analyste, je suis convaincue que la Belgique traverse une rupture systémique et délibérée de l'État de droit. On fait face à un pouvoir exécutif qui bafoue ouvertement les décisions judiciaires et à des partis politiques qui ont confisqué la souveraineté nationale au mépris de leur propre constitution. Et de mon côté, je suis convaincu que, bien que ce système soit sous une pression institutionnelle extrême, le modèle belge fait preuve d'une formidable résilience. Il maintient des libertés civiles de très haut niveau et il génère des anticorps institutionnels pour survivre à sa propre complexité. Bon, mettons les faits sur la table. Ce que j'observe, moi, c'est l'effondrement de l'État de droit, mais conceptualisé comme un choix administratif cyniquement budgétisé. Cyniquement budgétisé, le mot est fort. Mais c'est la réalité. Prenons la crise de l'accueil. Les tribunaux ont prononcé plus de 11 000 condamnations contre l'Agence fédérale FEDASIL pour non-accueil des demandeurs d'asile. Au lieu de se conformer à la loi, qu'est-ce que l'État fait? Il a provisionné et versé 12,6 millions d'euros d'astreinte jusqu'en avril 2025. C'est un montant colossal, on s'entend là-dessus. C'est vertigineux. L'illégalité est littéralement devenue une ligne opérationnelle dans le budget. Fait que ce n'est pas pour rien que l'Economist Intelligence Unit a rétrogradé le pays au statut de démocratie défaillante avec un score de 7,74 sur 10. Ouais. Et pourquoi ça arrive? Parce que la fameuse particratie, le pouvoir absolu des chefs de parti, a vidé de sa substance l'article 42 de la Constitution, celui qui garantit le mandat libre. Aujourd'hui, les partis contrôlent tout et protègent l'opacité d'entités où des millions de fonds publics s'évaporent. C'est un constat sombre, je te l'accorde, mais ça isole certains symptômes en occultant complètement la structure d'ensemble. Je veux dire, Freedom House, par exemple, accorde toujours à la Belgique un score exceptionnel de 95 sur 100. Oui, sur les droits civiques de base. Exactement. Et ça prouve que les libertés fondamentales, l'indépendance du vote, la liberté d'expression, ça reste extraordinairement robuste. Oui, on observe des blocages immenses. On peut penser aux 600 jours sans gouvernement de plein exercice à Bruxelles. C'est quand même pas un détail, 600 jours. Non, c'est sûr.
Et oui, la discipline au sein des partis est d'une sévérité implacable. Mais ce ne sont pas les germes d'une dictature. Ce sont les rouages vitaux, un peu grinçants c'est vrai, du fameux compromis à la belge. Dans un système aussi divisé, si tu retires ces mécanismes de verrouillage, le pays éclate. Même si ça implique de normaliser l'illégalité. Attends, tu soulèves les 11 000 condamnations de l'État. Réfléchissons-y un instant. Le fait même que la justice nationale, puis aussi la Cour européenne des droits de l'homme, continue de condamner massivement l'État, ça prouve que le pouvoir judiciaire est indépendant. Il n'est pas inféodé à l'exécutif. La justice mord encore. Ouais, je vois pourquoi tu dis ça. Mais laisse-moi t'offrir une autre perspective. Si la justice peut aboyer et mordre, mais que l'exécutif porte une armure complète puis continue d'avancer sans brancher, à quoi elle sert cette justice-là? Elle fixe une limite légale, au moins. Mais l'appareil d'État traite ça comme un simple coup opérationnel. Puis là où ça devient terrifiant, c'est que ce n'est plus juste de la négligence, c'est de l'ingénierie législative. Regarde la loi d'août 2025 sous le gouvernement de Weaver concernant le fameux Code 207. Tu devrais peut-être expliquer la mécanique de ce code pour ceux qui sont moins familiers avec la bureaucratie belge. Oui, bien sûr, c'est une mécanique d'une froideur technocratique absolue. Le Code 207, c'est, mettons, la balise informatique qui lie obligatoirement un demandeur d'asile à fait d'asile. Historiquement, si fait d'asile constatait qu'il n'y avait plus aucune place, l'agence effaçait ce code. Une sorte de soupape de sécurité administrative. C'est ça, parce qu'en retirant le code, le système débloquait automatiquement l'accès au CPA, les centres locaux d'aide sociale. Ça permettait à ces gens d'obtenir une aide d'urgence pour ne pas mourir de faim dans la rue. Or, en août 2025, le gouvernement a passé une loi qui interdit formellement d'effacer ce code. On a verrouillé la base de données. L'État utilise un algorithme pour institutionnaliser la rue. Comment on peut parler de résilience quand l'arrêt Camara de la Cour européenne dénonce une carence systémique violant l'article 6? J'aborde la question sous un autre angle. L'existence même de l'arrêt Camara, puis les milliers de décisions des tribunaux du travail en première instance, ça démontre une vitalité judiciaire qui dément toute notion de défaillance systémique. Vitalité qui est complètement ignorée par le politique. Peut-être, mais dans un véritable effondrement de l'état de droit, genre ce qu'on observe en Hongrie ou en Pologne où l'exécutif purge les tribunaux, ces 11 000 condamnations n'auraient jamais pu être prononcées. Mais garde le financement. La justice est exsangue, elle stagne à 0,22 du PIB. Je nie pas la pression budgétaire, c'est insoutenable, oui. C'est une stratégie d'usure. Mais observe la réaction immunitaire du système. Le gouvernement a tenté récemment d'imposer une limite de 5 ans au mandat des juges du Conseil du contentieux des étrangers. Le but était clair, c'était de les rendre dociles. Et ça a créé un tollé majeur. Exactement. Une levée de bouclier féroce. Cette réforme s'est fracassée contre une résistance organique de la société civile et des syndicats de magistrats. L'État de droit belge est rudoyé, il est sous tension, mais le système génère des anticorps. C'est un bon point, mais je le formulerai autrement. Oui, la magistrature résiste, mais ses victoires sont souvent juste symboliques face à un exécutif qui verrouille tout. Et ça nous ramène au vrai problème. Comment un gouvernement peut agir avec une telle impunité? Tu vas me parler des partis politiques. Si l'exécutif ignore les tribunaux, c'est parce que le Parlement est totalement soumis au président de parti. L'audit juridique de la loi de 1989 le démontre de façon accablante. La fameuse faille sur le financement des partis? Oui, en théorie, cette loi est magnifique. L'article 15 ter permet de couper les millions d'euros de subventions à tout parti hostile aux droits de l'homme. Parfait contre l'extrémisme. Mais il y a une lacune béante. Il n'existe aucune sanction pour un parti qui viole l'article 42 de la Constitution. L'article sur le mandat libre? Précisément. Les élus sont censés représenter la nation, pas leur parti. Or, les partis imposent aujourd'hui une discipline de vote d'une brutalité inouïe. Ils exigent même des rétrocessions financières. Un élu doit reverser jusqu'à 20 de son indemnité publique dans les coffres de son parti. S'il refuse, il est rayé des listes. C'est une pratique sévère, c'est clair, mais c'est la réalité de presque tous les systèmes parlementaires européens, tu sais. Mais là où la Belgique franchit une ligne rouge, c'est le statut juridique de ces partis. Pour gérer ces millions de fonds publics, ils refusent de se constituer en association sans but lucratif.
Ils opèrent sous le statut de l'association de fait. Qui est un statut beaucoup plus flou, je suis d'accord. C'est pire que flou. Mettons que c'est comme conduire un 18 roues sur l'autoroute sans plaque d'immatriculation ni assurance. Si tu causes un carambolage, tu es juridiquement insaisissable. Le résultat de cette opacité, des scandales comme l'affaire Netis avec un trou inexpliqué de 70 millions d'euros ou le naufrage du SAMU social de Bruxelles. Ah oui, le scandale des jetons de présence. Avec des conséquences humaines réelles. Des administrateurs puisaient dans l'argent des sans-abri. En 2025, le SAMU social a dû renoncer à son principe de zéro refus pour les femmes. On parle de femmes victimes de violences qui se font dire la nuit qu'il n'y a plus de place parce que l'argent s'est évaporé dans une opacité cautionnée par les partis. Écoute, je suis désolé, mais je n'y crois pas une seconde. Laisse-moi te dire pourquoi. Ces scandales sont indéfendables moralement, ça c'est clair. Mais ton analyse se trompe sur la nature de la contrainte systémique. Tu décris la discipline de parti comme une tyrannie mafieuse. Bien, ça y ressemble pas mal. Mais dans le contexte belge, une discipline stricte, c'est de la physique institutionnelle pure et simple. C'est ce qui empêche le pays de se désintégrer. De la physique qui broie l'indépendance de l'élu. Laisse-moi t'expliquer le mécanisme de la double majorité à Bruxelles, par exemple. Pour qu'une loi passe, il ne suffit pas d'avoir 51 % au Parlement. Il faut obtenir la majorité absolue au sein de chaque groupe linguistique. Or, le groupe néerlandophone ne représente que 19 % des sièges. Fait que chaque vote compte double. Exact. Mathématiquement, c'est un champ de mine. Si chaque député de ce petit groupe votait uniquement selon sa conscience, ce serait impossible de voter un budget. Chaque élu aurait un droit de veto absolu. Le parti, avec sa discipline de fer, c'est le seul ciment qui rend ce fédéralisme gouvernable. Mais le résultat, c'est que l'élu devient un simple presse-bouton téléguidé par son président de parti. C'est le prix de l'efficacité dans une société fragmentée. Puis il faut quand même réaliser que le système tente de s'autoréguler. Face à la pression, fin 2025, la Chambre a voté le gel des dotations des partis et la suppression de leur indexation jusqu'en 2029. C'est un appareil politique qui ampute ses propres revenus pour regagner la confiance. Je suis pas vraiment convaincue. Cette autorégulation, c'est juste une manœuvre de survie cosmétique. Ils font ça seulement quand ils sentent le souffle de l'effondrement électoral. Et ça m'amène à une autre question. Si le Parlement est cadenassé, pourquoi l'opinion publique ne se soulève pas plus? Par résignation, peut-être? Non, par bâillonnement médiatique. Le dernier rapport est limpide. En Belgique francophone, le duo Rossel et IPM monopolise 81 % du marché de la presse écrite. Comment des rédactions peuvent mener des enquêtes agressives sur des élus qui siègent dans les instances qui leur accordent des aides d'État? Le marché médiatique est contraint par la tête du pays. C'est pas un complot étatique. C'est pas juste la taille du marché. C'est une asphyxie. Quand des journalistes font leur travail, on voit un retour de la censure préventive. Tu te souviens de l'ordonnance de Liège? Ouais, en octobre 2024. C'est un précédent dangereux, je ne justifierai pas. Un juge a interdit au journal Le Soir de publier une enquête sur les casseroles fiscales d'un élu sous peine de 50 000 € d'astreinte. La censure préventive, c'est l'arme nucléaire contre le journalisme. Puis pendant ce temps-là, on sature l'espace avec des diversions populistes comme cette émission de RTL-TVI en novembre 2025 qui stigmatisait les chômeurs. Le DIMAT joue son rôle, c'est vrai? Fait que le citoyen décroche. C'est pour ça que l'IU donne à la Belgique un score anémique de 5,00 sur 10 pour la participation politique. L'électorat est complètement aliéné. C'est un argument percutant, je te l'accorde. Mais as-tu songé à ce qui se passe sous le radar des médias traditionnels? L'indice de l'économiste capte mal la vitalité des innovations démocratiques à la base. La Belgique s'est transformée en véritable laboratoire européen de l'innovation citoyenne. Quoi? Souviens-toi du sommet citoyen G1000. Aujourd'hui, cet héritage est institutionnalisé. En région bruxelloise, en Wallonie, puis en communauté germanophone, on a créé des commissions délibératives mixtes. On assoit des citoyens tirés au sort et des députés élus autour d'une même table pour élaborer des lois. C'est très beau sur papier, mais soyons honnêtes, ces commissions n'ont aucun pouvoir contraignant. Dès qu'une proposition dérange les lobbies ou les partis, le rapport finit dans le tiroir d'un ministre. C'est de la gestion d'image. Je dirais plutôt que c'est une graine institutionnelle qui germe. Ça prend du temps. Et regarde les hautes instances. En 2024, la Cour constitutionnelle a forcé le vote obligatoire pour les jeunes de 16 et 17 ans aux élections européennes. La Cour a tenu bon contre les réticences politiques. Ça, c'était une belle victoire, oui. Exact. Et dans toute cette fragmentation, on oublie le rôle du roi Philippe. Il bénéficie d'un taux de satisfaction de 5,9 sur 10.
Ça paraît modeste, mais c'est largement supérieur à n'importe quel politicien. Il agit comme un modérateur neutre qui empêche les crises de devenir des ruptures irrémédiables. Des soupapes de sécurité qui me semblent quand même bien frêles face aux fondations qui se fissurent. Mais si je dois faire la synthèse de notre analyse, je maintiens que la trajectoire de la Belgique dresse le portrait d'un État qui s'affranchit de l'État de droit. Quand le gouvernement provisionne son illégalité, quand la justice est étranglée financièrement et quand la particratie opère dans une opacité digne d'une société écran, on dépasse le simple compromis. La coquille procédurale de la démocratie demeure, mais son essence représentative est gravement altérée. Et pour ma part, je réitère que le modèle belge ne glisse pas vers l'autoritarisme. Il endure une transition structurelle super douloureuse, c'est indéniable. Les lenteurs sont frustrantes, mais la vigilance acharnée de sa magistrature, la qualité de son processus électoral certifié par l'OSCE et ses expérimentations locales prouvent qu'il y a de la vie. C'est un laboratoire unique de survie démocratique. C'est clair que ces données dessinent deux lectures fondamentales très différentes. La Belgique est à la croisée des chemins entre paralysie systémique puis régénération par la base citoyenne. Au bout du compte, c'est à vous qui nous écoutez de vous approprier ces rapports et de tirer vos propres conclusions. Ça exige d'aller au-delà des gros titres pour comprendre comment cette démocratie parvient invariablement à rester debout. Absolument, le diable est dans les détails. Il y a tant à explorer dans ce modèle. Merci d'avoir été là pour cette discussion et continuez à interroger les systèmes qui nous entourent. À bientôt. Imaginez un instant un pays occidental moderne là, qui se retrouve avec 9 ministres de la Santé. Et ça, tous en poste au même moment pour gérer une seule et même pandémie mondiale. Ouais, juste le dire à voix haute, ça sonne surréaliste. C'est complètement fou. Un État qui se fait poursuivre en justice par sa propre population pour ne pas avoir respecté la loi, puis qui perd devant les tribunaux, tenez-vous bien, à plus de 11 000 reprises. Et qui décide, dans le fond, de juste ignorer les jugements. Exact. On ajoute à ça des crises politiques tellement complexes qu'il faut 541 jours pour réussir à former un gouvernement. Face à des faits comme ça, l'impression qui domine, c'est littéralement « mais on est où, là ?» sans rire. C'est une réaction tout à fait légitime quand on observe l'architecture étatique de la Belgique contemporaine. On est vraiment très loin de la belle mécanique institutionnelle qu'on s'attendrait à trouver au cœur de l'Europe. Ouais, c'est pas le modèle de perfection qu'on imagine. Pas du tout. En fait, l'économiste Intelligence Unit a carrément rétrogradé le pays au statut de démocratie défaillante. Ils ont un score de 7,64. Ce qu'on observe, c'est un État qui frôle par moments la rupture systémique de l'État de droit. C'est majeur, ça. Et pour quiconque écoute cette exploration aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que notre pile de sources est absolument massive. On parle pas d'éditoriaux d'opinion vite fait, là. Non, on a des données béton. Totalement. On plonge dans des rapports cinglants de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe via le GRECO, de Transparency International, de l'Institut VEDEM, sans compter des analyses constitutionnelles très pointues. C'est une documentation qui est assez lourde à digérer, il faut se le dire. Oui. Fait que la mission de notre plongée dans les sources aujourd'hui, c'est de comprendre comment la nation fondatrice de l'Union européenne en est arrivée là. Bon, décortiquons tout ça. Pour comprendre comment un État peut agir avec une telle impunité, il faut d'abord se poser une question de base. Qui tient réellement le volant, dans le fond. C'est ça. Dans les textes officiels, c'est censé être le Parlement, n'est-ce pas? Absolument. Si on regarde l'article 42 de la Constitution belge de 1831, un texte souvent qualifié de « monstre sacré » par les juristes, mais la théorie est magnifique. Ah oui, sur papier, c'est très beau. Cet article stipule que chaque député représente la nation tout entière et qu'il vote selon sa seule conscience, de manière libre et indépendante. Donc, aucune pression externe en théorie. C'est ça. Le mandat impératif, c'est-à-dire le fait d'obliger un élu à voter d'une certaine façon, c'est formellement interdit. Ça, c'est la vitrine. Mais quand on fouille dans nos sources pour voir comment ça se passe sur le plancher, bien, la réalité est complètement différente. On est dans un autre univers. Oui. On est face à une dynamique que j'aimerais illustrer avec une analogie. C'est un peu comme si, mettons, on regardait une grande entreprise où le département des ressources humaines, qui représenterait les partis politiques, là, avait le droit légal de congédier le PDG, le député, dans la seconde où il prend une décision qui déplaît. C'est une excellente image.
Le PDG a beau avoir le beau titre sur sa porte, être théoriquement le grand patron, il fera jamais le moindre geste sans demander la permission au RH. La menace de perdre sa job dicte absolument toutes ses actions. Et la littérature scientifique utilise d'ailleurs un terme très précis pour décrire ça. On parle de la particratie consulaire. La souveraineté individuelle du parlementaire, c'est devenu une fiction totale. Une fiction qui se prouve par les chiffres en plus. Exactement, et les données chiffrées de nos sources donnent le vertige. Quand on analyse les votes dans les assemblées belges, on observe une discipline de vote quasi soviétique. Le taux de conformité atteint 99,73 % pour les élus de la majorité. 99,73 %. C'est capoté. Ça veut dire qu'ils votent exactement ce que le parti dit, presque sans exception. Et chez certains partis d'opposition radicale, comme le PTB par exemple, le taux de dissidence est de 0 %. 0 %? Voyons donc, ça n'a juste aucun sens. Mais là, si les députés se contentent d'appuyer sur le bouton qu'on leur dit de peser, où est-ce que les lois s'écrivent réellement? Bien, le centre de gravité du pouvoir s'est déplacé hors du Parlement. Ça réside dans ce qu'on appelle le CERN. Le CARN. Ouais, le comité ministériel restreint. Et surtout dans les bureaux des présidents de partis. Le mécanisme fonctionne comme ça. Lors de la formation d'un gouvernement, les états-majors des partis rédigent des accords de coalition. Et j'imagine qu'on parle pas de petites lignes directrices vagues, là. Pas du tout. Ce sont de véritables contrats ultra détaillés de plusieurs centaines de pages. Dès que ce document-là est paraphé par les présidents de parti, mais la majorité parlementaire est tenue de l'exécuter à la virgule près. À la virgule près, wow! Ici donc. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on parle de ces partis politiques comme des entités toutes puissantes qui dirigent carrément le pays. Or, il y a une anomalie juridique dans nos dossiers qui dépasse l'entendement. Oui, le statut légal des partis. Exact. La Constitution belge ignorait purement et simplement l'existence même des partis politiques jusqu'en 2014. Et même aujourd'hui, ces énormes machines qui brassent des millions en fonds publics, elles opèrent souvent sous le statut juridique d'association de fait. Ce qui est quand même incroyable pour des structures aussi puissantes. C'est le même statut qu'un club de tricot, une ligue de quai de quartier, tu sais. Aucune personnalité morale contraignante, tout ça pour éviter des règles comptables et juridiques trop strictes. Mais on est où, là? Sans rire. C'est assez hallucinant. C'est un peu facile de diriger le pays tout en ayant le statut légal d'un passe-temps de fin de semaine, non? Puis si on relie ça à la situation globale, c'est vraiment l'illustration d'un système d'autorégulation parfait où les contrôleurs sont également les contrôlés. C'est tellement commode. Mais ça nous amène directement à une conséquence encore plus grave. Puisque le Parlement est complètement efféodé au parti, le seul véritable contre-pouvoir indépendant qui reste pour protéger le citoyen face à l'État, c'est le pouvoir judiciaire. Oui, les tribunaux. Exact. La question devient donc, que se passe-t-il quand l'exécutif réalise qu'ignorer les juges, c'est devenu une option politique viable? Et c'est ici qu'on aborde le drame de la crise de l'asile. Parce que les faits qu'on a lus sont accablants. Depuis 2021 environ. C'est ça. Depuis 2021, l'État belge et son agence chargée de l'accueil, FEDASIL, ont systématiquement manqué à leurs obligations légales internationales de fournir un hébergement aux demandeurs de protection. Face à des gens qui dorment dans la rue, des citoyens et des associations ont utilisé le seul levier démocratique à leur disposition. Ils sont allés en cours. Ils sont allés en cours. Et qu'est-ce que les tribunaux ont répondu? Les tribunaux du travail ont donné raison aux citoyens. Plus de 11 000 condamnations ont été prononcées contre l'État belge pour l'obliger à respecter la loi. 11 000 15 ans. C'est pas une ou deux erreurs, là. Et comment l'État a-t-il réagi face à cette montagne de condamnations? Il les a en très grande partie ignorées. Le mécanisme est à la fois fascinant et terrifiant. Comment ça? Contrairement à un citoyen ordinaire, qui verrait un huissier débarquer chez lui pour saisir ses meubles ou geler son compte en banque s'il refusait de payer une amende, l'État, lui, bénéficie d'une protection de fait. Ah, parce qu'on ne peut pas saisir les biens publics? Exact. On ne peut pas facilement saisir les biens de l'État qui sont nécessaires au service public. Mais l'impact sur la crédibilité de l'institution est dévastateur. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas mis de gants blancs. La fameuse CEDH. Oui. Dans son arrêt de principe Camara en 2023, la CEDH a formellement dénoncé une carence systémique des autorités belges. Pour donner une idée de la lenteur à notre auditoire, les statistiques européennes montrent que le délai moyen pour la Belgique se conforme à un arrêt de la CEDH est de 4 ans et 9 mois. Presque 5 ans. Mais
là, je vais me faire l'avocate du diable une seconde parce que je suis un peu stupéfaite. Face à une crise migratoire majeure ou une pandémie, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est simplement un problème logistique, un manque de moyens accidentel face à une vague imprévue plutôt qu'une mauvaise volonté de la part du politique? Ben, c'est souvent l'argument qui est avancé par le monde politique. Mais les rapports de la CPJ, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, ils détruisent complètement cette défense-là. Avec des chiffres à l'appui, j'imagine? Absolument. Les chiffres de 2020 révèlent que la Belgique n'alloue que 0,22 % de son PIB à sa justice. 0,22 %. C'est bas, ça. Très bas. Pour mettre ça en perspective, la médiane en Europe est à 0,31 %. Et il n'y a que 13,35 juges pour 100 000 habitants en Belgique, contre une médiane européenne de presque 24. Ah ouais, c'est presque la moitié moins, hein? Fait qu'on parle pas d'un accident budgétaire temporaire, mais d'un sous-financement chronique qui gangrène le système depuis des décennies. Au point où les experts qualifient ça de mal incurable. Et ça provoque des situations complètement inédites. Dans nos sources, on voit qu'en 2024, les plus hauts magistrats du pays, donc les chefs de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et du Conseil d'État, ils ont fait un geste historique. Un geste de désespoir, presque. Carrément. Ils ont publié un mémorandum commun. Essentiellement, c'est une supplique publique implorant la classe politique d'exécuter les décisions de justice et de financer les tribunaux. Parce que sur le terrain, ça se traduit comment? Un simple dossier civil non urgent à Bruxelles peut prendre entre 4 et 6 ans avant d'être jugé. C'est l'asphyxie totale. Et le phénomène s'étend bien au-delà de la crise de l'asile, tu sais. Il y a une sorte d'incivisme d'État qui s'est normalisé. Prenez le dossier des nuisances environnementales liées à l'aéroport de Bruxelles. Oui, un dossier assez lourd. Très lourd. Les tribunaux ont imposé des astreintes financières à l'État pour le forcer à réduire les nuisances sonores. Et plutôt que de modifier sa politique pour respecter la loi, l'État a simplement budgétisé 25 millions d'euros pour payer ses pénalités. Voyons donc. L'illégalité est littéralement devenue une banale ligne de dépenses dans le budget gouvernemental. Mais on est où, là? Sans rire. Si on suit la logique de tout ce qu'on vient d'explorer, quand un gouvernement s'habitue à ne subir aucune conséquence juridique, l'étape suivante, c'est généralement l'opacité. C'est le cheminement classique. Ben oui. Pourquoi rendre des comptes si personne ne peut vous forcer à le faire? Et c'est exactement là que les instances européennes entrent en jeu et tapent du poing sur la table. Précisément. Le Conseil de l'Europe, via son organe de lutte contre la corruption qu'on appelle le GRECO, a pris une mesure d'une rareté extrême. La fameuse règle 32. Voilà. Ils ont activé la règle 32, qui est une procédure de non-conformité. Concrètement, c'est un ultimatum formel adressé à la Belgique, lui donnant jusqu'en novembre 2026, pour corriger ses failles éthiques majeures. Et ces failles, quelles sont-elles au juste? Parce que ça semble gros. Quand on fouille nos sources, on voit qu'il n'y a tout simplement aucun mécanisme indépendant pour sanctionner un ministre qui violerait les règles d'éthique. Aucun mécanisme avec du mordant, non. Par exemple, prenons le pantouflage. Pour clarifier, le pantouflage, c'est quand un ministre ou un haut fonctionnaire termine son mandat le vendredi et commence à travailler le lundi matin comme lobbyiste pour l'industrie qu'il était censé réguler la semaine d'avant. En Belgique, la régulation de cette pratique est pratiquement inexistante. C'est un terrain de jeu ouvert. Et la commission censée contrôler les dépenses et l'éthique, elle est composée de parlementaires qui s'auto-évaluent. C'est ce qui exaspère le GRECO, justement. Les partis ont verrouillé l'architecture éthique pour protéger leurs propres ressources et leurs propres membres. Et quand on parle de ressources, l'opacité financière est tout aussi problématique. Ah, abordons l'aspect financier parce que les montants sont ahurissants. Selon la loi de financement, il y a 108,7 millions d'euros d'argent public qui sont alloués aux partis chaque année. Et ça, c'est sans compter les pratiques non écrites. Des pratiques qui font sourciller, disons-le. Totalement. Nos sources détaillent la règle de la rétrocession. C'est un système où un élu doit reverser entre 10 et 20 % de son salaire public directement dans les coffres de son parti politique, juste pour conserver la faveur des dirigeants. Sans compter l'hypertrophie des cabinets ministériels. Ça, c'est un autre gros morceau. Qu'est-ce que tu veux dire par hypertrophie? Mais au lieu de s'appuyer sur une administration publique neutre, stable et experte pour concevoir les politiques, comme c'est le cas dans beaucoup de démocraties, chaque ministre belge s'entoure d'une petite armée de conseillers. Les fameux cabinettards. Exactement, c'est comme ça qu'on les appelle familièrement. Ce sont des centaines de personnes ultra politisées, directement loyales au parti, qui court-circuitent totalement l'administration régulière.
On se retrouve donc avec un exécutif énorme, financé par l'État, mais travaillant exclusivement pour les partis. L'arrêt Mujimangong de la CEDH en 2020, c'est vraiment le clou dans le cercueil de cette logique-là. Ah, cet arrêt est mémorable. La Cour européenne a dû rappeler à la Belgique qu'il est illégal que son Parlement juge de la validité de ses propres élections. C'est le b.a.-ba de la séparation des pouvoirs. On ne peut pas demander à des politiciens fraîchement élus de décider si les contestations de l'opposition concernant le dépouillement sont valables. Ça viole le droit fondamental à des élections libres. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'après avoir dressé ce tableau, un Parlement muselé, une justice sous-financière et ignorée, une opacité financière systémique, notre cerveau humain cherche naturellement un coupable. Oui, on veut un méchant de l'histoire. Exact. On serait tenté de croire un vaste complot intentionnel à une élite cynique réunie dans une pièce sombre pour confisquer la démocratie. Mais la littérature en sociologie politique et constitutionnelle est très claire. C'est une erreur épistémologique de penser comme ça. Donc, si c'est pas un plan machiavélique, comment on explique ce chaos? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Nos sources pointent vers un concept théorique, un mécanisme de survie qui a, pour ainsi dire, mal tourné. Parlez-nous du consociationnalisme. C'est le concept central développé par le politologue Arend Leefpaert. Pour comprendre la Belgique, il faut comprendre qu'historiquement, c'est une société profondément fragmentée, ce qu'on appelle une société pilarisée. Donc divisée en plusieurs piliers très hermétiques. Voilà. Elle était divisée non seulement par des clivages linguistiques immenses entre les francophones au sud et les néerlandophones au nord, mais aussi par des clivages philosophiques et religieux très rigides entre catholiques, socialistes et libéraux. Les gens vivaient dans des silos complètement séparés. Ils avaient leurs propres écoles, c'est ça? Oui, des écoles différentes, des syndicats différents, des mutuelles santé différentes. Donc, le seul point de rencontre de tous ces mondes parallèles, c'était tout en haut, au niveau des élites politiques. Exactement. Et pour éviter que le pays ne sombre littéralement dans la guerre civile ou l'éclatement, où une majorité arithmétique imposerait sa volonté à la minorité, les architectes de l'État ont créé l'obligation du compromis. Comment ils ont fait ça, techniquement? Ils ont inventé des mécanismes de double majorité et de parité. Le consociationnalisme, dans le fond, c'est confier un pouvoir absolu au chef de ces différents piliers pour qu'il s'enferme dans une pièce et négocie la paix sociale, loin de la pression populaire. Mais ce qui était, à l'époque, une solution brillante pour pacifier un pays déchiré, c'est devenu aujourd'hui une camisole de force. Une paralysie institutionnelle. Oui, l'exemple de la formation du gouvernement bruxellois illustre ça à la perfection. La région a déjà passé plus de 600 jours sans gouvernement fonctionnel. 600 jours! Pourquoi? Parce que la loi électorale exige qu'il y ait une majorité non seulement du côté francophone, mais aussi au sein du groupe linguistique néerlandophone. Alors que ce groupe-là ne représente que 19 % des sièges de l'Assemblée. C'est absurde. On impose des verrous mathématiques tellement stricts qu'ils paralysent tout. Le fameux compromis à la belge, qui était censé sauver la patrie, s'est transformé en dictature du plus petit dénominateur commun. C'est tout à fait ça. Pour garantir la survie de la nation en tant qu'entité territoriale, les élites ont sacrifié l'efficacité et la lisibilité démocratique, l'urgence de trouver un accord asymétrique entre des partis qui n'ont absolument rien en commun, ça prime toujours sur la rationalité ou la cohérence des politiques publiques. Et cette volonté de survie a aussi créé ce qu'on appelle le cordon sanitaire, n'est-ce pas? Oui, un phénomène politique majeur. Face à la montée de l'extrême droite en Flandre dans les années 80 et 90, avec le Vlaams-Blok, qui est devenu le Vlaams-Belang, les partis traditionnels ont pris une décision radicale. Ils ont érigé une barrière politique et médiatique totale. L'accord était simple. Aucun parti ne fera jamais alliance avec eux pour former un gouvernement, peu importe leur score électoral. Contre l'intolérance. Ce qui se défend très bien d'un point de vue éthique. Oui, mais quand on observe les effets mathématiques de cette stratégie aujourd'hui, le paradoxe est cruel. Exclure systématiquement des formations qui réussissent parfois à capter le quart, voire le tiers d'un électorat régional, ça alimente directement le récit populiste d'une casse politique qui confisque le pouvoir. Ça nourrit la bête qu'on essaie d'affamer, finalement? Exactement. Et sur le plan purement pratique, en bloquant 25 % des sièges d'emblée, ça réduit drastiquement les combinaisons possibles pour former des majorités.
ce qui force les partis traditionnels restants à faire des alliances contre nature, aggravant encore la lenteur et la paralysie. Au final, qu'est-ce que ça veut dire pour le citoyen ordinaire, celui qui paie ses impôts, qui essaie de faire valoir ses droits et qui regarde ce spectacle de l'extérieur? Nos sources incluent des baromètres sociaux de 2023 et les données sont frappantes parce qu'elles montrent que la population n'est pas dupe du tout. Non, les gens voient très bien ce qui se passe. Le discernement des citoyens est même fascinant. 87 % d'entre eux déclarent avoir confiance dans le système de santé et la sécurité sociale. Mais à peine 22 % font confiance au Parlement et aux partis politiques. On se retrouve avec une démocratie entièrement administrée d'en haut. L'écart de confiance est énorme. D'ailleurs, l'indice de participation politique de The Economist donne à la Belgique un maigre 5,05 sur 10. Et c'est un pays où le vote est théoriquement obligatoire. Et cette désaffection-là, c'est pas qu'un simple sentiment de cynisme ambiant, elle a des conséquences matérielles dévastatrices sur la vie des gens. Au niveau des services sociaux, par exemple? Oui, le système administratif, qui est le produit direct de ces compromis politiques sans fin, est devenu si complexe, si labyrinthique, que l'on observe un taux de non-recours aux droits sociaux qui donne carrément le vertige. C'est-à-dire que les gens ne demandent pas l'aide à laquelle ils ont droit. C'est exactement ça. Pour des aides qui sont littéralement vitales, comme le revenu d'intégration sociale, le RIS, ou le statut d'intervention majorée en santé, le BIM, les études montrent qu'entre 45 % et 90 % des citoyens qui ont droit ne les demandent même pas. Entre 45 et 90 %. Mais on est où là? Sans rire. Ils se perdent dans les méandres bureaucratiques où ils abandonnent face à la complexité. L'ironie dans tout ça, c'est que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, confirme que l'intégrité purement mécanique des élections est préservée. Les bulletins de vote sont comptés correctement, les bureaux de vote fonctionnent, la légitimité d'origine est bien là. Oui, le processus d'élection lui-même n'est pas truqué. Mais c'est la légitimité fonctionnelle de l'État, sa capacité à agir, à protéger, à rendre justice, qui s'effondre sous le poids de sa propre architecture. Ça soulève une question cruciale sur la résilience démocratique. Parce qu'au milieu de ce qu'on pourrait percevoir comme un désastre institutionnel, la Belgique fait preuve d'une capacité d'adaptation et d'innovation assez unique au monde. C'est vrai que tout n'est pas noir. Non. Face à ce blocage de la démocratie représentative classique, le pays expérimente massivement des modèles de démocratie délibérative. Pense notamment aux commissions mixtes, n'est-ce pas? Où l'on rassemble des parlementaires élus et des citoyens qui sont tirés au sort pour élaborer des recommandations sur de grands enjeux. Absolument. Il y a de beaux projets. Nos sources mentionnent le fameux projet G1000, initié par l'auteur David Van Rijbroek, ou encore le modèle permanent mis en place par la communauté germanophone de Belgique, qu'on appelle Oostbelgen. C'est comme si le corps social, sentant que les artères du système traditionnel étaient bouchées par la particratie, il essayait de fabriquer un pontage, un genre de bypass institutionnel pour reconnecter la base au sommet. C'est tout à fait ça, l'analogie médicale est parfaite. Ces expérimentations visent à réinjecter de la délibération citoyenne là où la logique de parti a tout stérilisé. Mais malgré ces lueurs d'espoir participatif, le grand dilemme historique demeure. Lequel? Si une architecture politique entière a été pensée, conçue et construite dans l'unique but d'empêcher des factions de se faire la guerre, peut-elle seulement survivre à une époque où ses citoyens n'exigent plus uniquement la paix civile, mais une véritable efficacité, une justice sociale équitable et un État qui respecte ses propres lois avant de faire la leçon aux autres? Quand on y pense, ça nous ramène à notre analogie de départ. La radiographie de la démocratie belge aujourd'hui, elle montre pas une fracture nette ou un os cassé qu'on pourrait simplement plâtrer. Elle révèle une maladie chronique du système nerveux lui-même, où les signaux envoyés par les membres n'atteignent plus le cerveau et où le cerveau prend des décisions de survie au détriment du reste du corps. C'est une pathologie systémique, oui. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de regarder avec fascination les stratèges des partis négocient dans des pièces closes, en espérant que le compromis mathématique sauve la situation. Peut-être qu'un système politique conçu uniquement pour ne pas mourir finit paradoxalement par étouffer la vitalité démocratique qu'il était censé protéger. C'est une pensée, disons, un peu vertigineuse qu'on laisse à notre auditoire de ruminer bien au-delà de cette plongée dans nos sources d'aujourd'hui.